Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Frédéric Dumas. Bonjour. Vous êtes député des Yvelines, membre du groupe Europe Écologie Les Verts, ex-membre du groupe LREM. Vous allez raconter toute cette histoire. Je suis député des Hauts-de-Seine. Ah, alors député des Hauts-de-Seine, ça commence mal. Et puis, je ne suis pas membre du groupe non plus. Ah d'accord, bah écoutez... du groupe Liberté et Territoire. Oui, vous avez été Liberté et Territoire, vous êtes encore Liberté et Territoire ? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, pardon pour cette mauvaise présentation. Non, en tout cas, grave, sur le livre, on est d'accord. Ce que l'on ne veut pas que je vous dise, Récit au cœur du pouvoir aux éditions Massot. Un livre très riche où, en fait, vous racontez d'abord votre envie de rejoindre la Macronie en 2017. Vous y avez cru. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des expériences, des pressions, vous commencez à ouvrir les yeux et vous dites très vite, la Macronie et le macronisme est une idéologie, celle du progressisme technocratique. Et vous revenez dessus. Ensuite, vous parlez même de technocratie désinhibée. Comment, petit à petit, vous avez fini par ouvrir les yeux sur ce que vous croyez au début être un idéal ? Vous disiez que c'était bien justement de ne pas suivre des convictions, vous dites attention en effet aux valeurs fortes, aux convictions fortes politiques, puisqu'elles peuvent nous entraîner vers des extrémismes. Donc vous y croyez au début et à un moment donné, vous vous rendez compte que finalement le macronisme est également une idéologie. À quel moment vous réalisez cela ? Alors, vous avez raison. Moi, ce qui m'avait attiré, c'est effectivement... Moi, ce qui me fait peur dans les idéologies, c'est effectivement le dogmatisme, l'enfermement, et avec le risque, effectivement, d'aller droit dans le mur. Et je rejoins Emmanuel Macron parce qu'il avait annoncé, non pas une idéologie, il avait annoncé que ce qui était intéressant, c'est de prendre toutes les dimensions d'un problème pour le résoudre. Et nous sommes, vous comme moi, nous ne sommes pas réduites à une moitié de nous-mêmes, droite ou gauche, nous sommes bien plus, et je trouvais ça intéressant. Alors, comment je m'en suis rendu compte ? En finalement, quand même, très très vite. Moi, je pars le 17 septembre 2018, mais je m'en rends compte, j'allais dire, pratiquement après la prise de pouvoir par Emmanuel Macron, et il a fallu, après, évidemment, tout un tas d'événements pour me conforter dans cette idée-là. D'abord, juste après sa prise de pouvoir, il nous a proposé des statuts du parti En Marche, qui étaient censés répondre à la non-démocratie que représentaient les partis politiques traditionnels. Et eh bien, les statuts d'En Marche, c'était les premiers statuts d'un parti où personne n'était élu, tout le monde était nommé par le siège et on donnait généreusement un petit budget de moins de 10 000 euros pour un département comme le Hauts-de-Seine. Donc ça, c'était déjà un signal très fort. Puis l'obligation les consignes de vote pour ne voter jamais aucun amendement qui pouvait même être intéressant venant d'autres groupes politiques. Et puis, lorsque je me suis occupée du sujet qui m'intéresse, l'audiovisuel, oui. Donc d'expérience, pour résumer, voilà. dans cette présentation que j'ai très mal démarrée, pardon. Encore une fois, vous êtes productrice de cinéma et d'ailleurs, vous avez participé à coproduire le magnifique film The Artist, notamment, mais tout plein d'autres livres films que vous citez dans ce livre. Et donc, vous connaissez très bien ce milieu-là, le milieu de la culture, et donc vous souhaitez aussi défendre au maximum la culture pendant ce... Voilà, et en tout cas, je pense que pour prendre des décisions, il faut avoir des outils d'aide à la décision de personnes qui ont de l'expérience. Ça ne veut pas dire que nous, députés, on va dire au ministre ou au président ce qu'il doit faire, mais au moins, si on a de l'expérience, d'apporter des outils qui permettent d'aider à la décision. Et là, en fait, la douche froide, puisque là, j'étais vraiment en face de Emmanuel Macron, d'Alexis Collère, d'Édouard Philippe, c'est-à-dire directement. Parce que souvent, on dit c'est les entourages. Là, j'étais confrontée directement à eux, et j'appelle ça... J'ai été confrontée en fait à la matrice. Pour moi, on est un peu comme dans Matrix. Vous parlez pas à des personnes qui vont prendre en compte la réalité. Vous parlez à des personnes qui sont comme un programme informatique, et donc, comme un mur, et qui vous répondent en fait que de toute façon, ça n'est pas intéressant ce que vous proposez, parce qu'ils savent mieux que vous, de toute façon. De toute façon, ils ont l'impression que vous donnez dans ce livre, puisque vous racontez beaucoup d'affaires, c'est que de toute façon, ils ont un projet, quelque chose déjà prévu, oui. Et qu'en fait, peu importe ce que vous apportez, les arguments, les échanges, finalement, non, parce que ça n'ira pas dans leur direction. Mais le pire, c'est que en plus, je me suis aperçue au début du quinquennat, après évidemment la crise sanitaire avec le quoi qu'il en coûte est venu changer les choses. C'est au tout début, les décisions prises n'étaient même pas par rapport à un projet.
c'était uniquement par rapport à des économies. Ça se réduisait à comment on fait des économies. Et donc, ça ne pouvait pas être un projet, parce qu'on peut faire des économies lorsqu'on a un projet, et on peut trouver des marges de manœuvre pour atteindre ses objectifs. Mais quand l'unique objectif, ce sont les économies, et que tout le reste, on vous dit que ça n'a aucun intérêt, parce que souvent, cette phrase que je vous ai dit, qui est de dire qu'en fait ils n'écoutent pas et qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres, moi je l'ai vécu dans la réalité profonde. C'est-à-dire que la personne, comme je le raconte, Alexis Kohler me raccompagne sur le perron de l'Élysée en me disant finalement, je vais pas vraiment te laisser, je vais pas te confier de mission sur le sujet, parce que en fait je vais d'abord dire ce qu'il faut faire, et puis ensuite on verra. Oui, l'idée, en fait, c'est quand même vous énorme. décrivez dans le livre, vous dites je souhaitais faire des propositions et avoir des retours. Et en fait, après, au début, il vous dit oui d'ailleurs. Et puis après coup, il dit non, finalement, on va faire ça comme ça, c'est moi qui vais. Voilà, dans ce rendez-vous d'une heure, au début, il dit pourquoi pas, je vais en parler à Emmanuel, machin. Et il me raccompagne en me disant non, finalement, je vais dire ce qu'il faut faire, sachant qu'il est tout seul dans son bureau, qu'il prend 80% des décisions d'arbitrage, c'est pas 80% des décisions évidemment, mais des grosses décisions, qu'il ne rend de compte à personne, qu'au président de la République, et que ces personnes prétendent savoir tout sur tout. On va reparler d'Alexis Kohler. Nicolas Vidal. Bonjour Madame la députée, alors on a la même Madeleine de Proust, un petit village de l'Hérault bien entendu, voilà, c'est mes racines également, et j'aime bien cette phrase dans votre livre, cultiver son caractère, c'est apprendre, et j'ai l'impression que nos chers technocrates ne cultivent pas grand-chose. Ma question, Madame la députée, votre livre est fascinant, comme celui de Marc Andevelde ou de David et l'homme, et j'ai une question sur la part de servilité au gouvernement. Vous le dites, c'est absolument édifiant, vous dites, et je vous cite Madame la députée, l'expérience, les compétences, cela ne pèse rien en Macronie si cela ne va pas dans le sens de la démarche qui est imposée. Donc on est vraiment dans la technocratie servile finalement, dans ce petit quarteron, c'est pas quarteron, c'est un trio, mais c'est le cas pour vous? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que dans le passé, il y a toujours eu des consignes de vote et puis une servilité. Moi j'avais des députés qui me disaient, être député c'est une leçon d'humilité quotidienne, ou Patrick Devedjian qui m'avait dit on n'est pas là pour faire la loi, mais pour la subir. Donc il y a toujours eu ça. Mais là, c'est carrément devenu caricatural, parce que comme vous l'avez dit, c'est vraiment trois personnes qui décident. Et le reste ne peut absolument pas passer, même si c'est du bon sens. Et on exige, pour effectivement vous donner des missions, pour vous donner des responsabilités, c'est-à-dire pour vous permettre juste de travailler. Vous, ce que vous voulez, c'est travailler. Mais on vous explique que pour travailler, il faut que vous fassiez allégeance, même aux décisions les plus absurdes. Quand par exemple, j'ai demandé une simple... qu'on revoie, qu'on réexamine la décision de supprimer une chaîne pour enfants, de la retirer de la TNT, alors qu'effectivement ça permet à l'ensemble des citoyens français de pouvoir recevoir cette chaîne, et de ne pas la passer sur le numérique avec ce que ça voulait dire, augmentation des fractures. Décision prise par Alexis Kohler tout seul dans son bureau 1 heure avant une conférence de presse de la ministre, parce qu'il avait confondu en plus les jeunes et les... Bref, n'importe quoi. Racontez ça, parce que c'est quand même amusant. En fait, il parle d'une chaîne jeunesse, donc eux, ils considèrent que la jeunesse, c'est les adolescents, c'est ça? Oui, parce que pour eux, jeunesse, c'est jeune adulte. Alors déjà, ils font l'erreur, ils ne savent même pas que c'est, dans le mot, évidemment, de l'audiovisuel public, c'est enfant. Donc, ils parlent de ces jeunes adultes qui ne regardent pas la télévision, donc c'est pour ça que ce n'est pas la peine, finalement, de garder cette chaîne. Même si, en Angleterre... la chaîne jeune adulte a été basculée sur le numérique et a perdu 80% de son audience. Donc ça, c'est important de prendre les exemples étrangers. Mais Édouard Philippe va me répondre, les exemples étrangers, on s'en fout, par exemple, concernant la BBC. Donc ils vont prendre ces décisions. Et quand je vais demander simplement le réexamen, est-ce qu'on peut réétudier cette décision ? Sachant que, comme vous l'avez vu, 2 ans après, la chaîne est maintenue. Quand je demande juste le réexamen, on me dit que je suis une frondeuse. Et qu'on ne va pas récompenser une frondeuse. Et ne pas récompenser une frondeuse, c'est l'empêcher de travailler en l'empêchant d'avoir une mission sur les sujets qui la concernent. Je veux dire, c'est au-delà quand même de ce qu'on peut imaginer si on veut, à un moment donné, apporter des réponses pertinentes au pays. Alors, il y a des députés, vous êtes considérée très vite comme une frondeuse. Il y a aussi, à un moment donné, vous vous abstenez. Alors là, c'est la faute du siècle. Vous avez montré que vous ne serez pas un député servile. Il y en a d'autres, pour le coup, qui jouent le jeu à fond, peu importe finalement les idées portées. C'est Aurore Berger et Gabriel Attal. Gabriel Attal, à ce moment-là, encore député. Vous racontez cela?
Oui, parce que eux, il y a beaucoup de gens, beaucoup de députés qui sont serviles. Je veux quand même redire qu'il y a au moins une centaine de députés En Marche qui sont vraiment des gens intéressants. La seule chose, c'est qu'ils ont été abîmés, puisque justement, on ne leur a pas donné obligatoirement des missions, ou on ne leur a pas permis de travailler, etc. Donc, je trouve ça dommage. Et qu'eux-mêmes, à un moment donné, c'est un peu la théorie de la grenouille. Vous savez, si on la plonge dans l'eau bouillante, elle va sauter de la casserole, mais si on la fait cuire à feu doux, elle reste. Et là, les députés En Marche, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont habitués progressivement et ils sont restés dans la casserole. Donc, pour eux, et donc, on verra où se terminent les choses, parce que Emmanuel Macron, de toute façon, si jamais il était réélu, on a bien vu que derrière, aux législatives, beaucoup de députés En Marche seraient échangés contre d'autres allégeances. Mais sur Aurore Berger, Gabriel Attal, je trouvais ils sont la caricature, effectivement. Je les ai appelés, effectivement, pour ceux qui ont vu la série House of Cards, je les ai appelés les Underwood Junior, parce que ce sont vraiment deux personnes, de manière assez différente d'ailleurs, mais prêtes à tout, d'un cynisme absolu pour avoir un poste, parce que pour être ministre, la plupart du temps, c'était prêt donc à remettre en cause toutes les convictions, et surtout à servir de tueur pour aller tuer tous ceux qui souhaitent faire émerger des idées ou relèvent un peu la tête. Oui, donc là, vous expliquez bien que justement, vis-à-vis de vous, ils vont servir à verrouiller finalement vos propositions, ils vont vous bloquer, et finalement, c'est leur mission, d'une certaine façon, c'est de montrer que eux vont être là pour bien faire respecter la matrice macroniste. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils vont pouvoir monter en grade. Oui, parce qu'à l'époque, par exemple, sur le bascule de la chaîne pour enfants, c'est Gabriel Attal qui passait son temps à dire, puisqu'il est le symbole des jeunes, à dire les jeunes ne regardent pas la télévision. On était encore dans cette idée, parce qu'on a oublié, on était dans le monde d'avant et le nouveau monde. Et donc, ils étaient le porteur de ce nouveau monde dont on a vu, évidemment, puisqu'il s'est brisé sur le mur des Gilets jaunes. Oui. Alors, je pense que Nicolas Vidal va vous attaquer sur tout ce qui s'est passé aussi pendant la gestion de la crise de la Covid, j'imagine. Nicolas, juste une dernière question pour finir sur ces personnages très forts. En effet, Alexis Kohler, vous le dites, il décide de tout, vous l'appelez même coprésident. Oui, alors décider de tout, évidemment, il peut pas décider de tout, mais disons que il décide voilà, en tout cas, c'est lui l'arbitre. Lorsqu'il y a des réunions d'arbitrage, normalement, les réunions d'arbitrage sont à Matignon, mais là, tout remonte à l'Élysée. Et évidemment, Emmanuel Macron est celui qui va prendre la plupart des décisions significatives, mais 80% des décisions d'arbitrage sont pris par Alexis Kohler, et je le répète, donc par quelqu'un qui ne rend de compte qu'à Emmanuel Macron et que personne ne connaît, qui ne rend de compte à personne d'autre. Et ce que j'essaye de dire aussi dans le livre, c'est que on a effectivement une démocratie très très abîmée, puisque elle a été abîmée par le passé, mais elle l'est profondément dans ce quinquennat, parce que on a donc 3 pouvoirs législatifs qui n'en a pas, puisqu'on ne fait pas la loi. Quand on fait des auditions de ministres, on pose une question, le ministre répond, même s'il n'a pas répondu ou s'il a pu mentir, nous derrière on peut rien dire. Fonction de contrôle très amoindrie, un pouvoir judiciaire dont on a vu qu'il n'était pas complètement indépendant et qui manque de moyens, un exécutif, des ministres qui n'ont plus de pouvoir. Donc ça veut dire que tout le pouvoir n'est plus là, mais tout le pouvoir est parti à l'Élysée. Et à l'Élysée, le drame, la Constitution le veut, c'est que le président de la République est irresponsable. Oui, c'est la question que vous posez dans ce livre également. Oui, parce qu'on fait partir tout le pouvoir à un endroit où les personnes qui exercent ce pouvoir sont irresponsable devant les Français. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, à 2 reprises maintenant, dans l'affaire Benalla et récemment, a dit « Venez me chercher pénalement, je suis là ». Mais en fait, évidemment, personne ne peut aller chercher. Il ne risque rien. Voilà. Nicolas Vidal. Oui, c'est intéressant cette notion de l'idéologie, Madame la députée, parce que finalement, vous écrivez que c'est le vide idéologique du macronisme, et sa vacuité. Et le macronisme est une idéologie. Et finalement, la question que j'avais vous poser, c'est est-ce que c'est pas cette idéologie qui a tué finalement la démocratie? Parce que moi, je suis un peu plus dur que vous là-dessus. Je pense qu'on a vraiment tué la démocratie, aussi bien sur le parlementarisme que autre part. Et finalement, et deuxième question là-dessus, est-ce que cette idéologie, finalement, n'est-elle pas la marque d'un naufrage culturel ou d'un désenracinement de ces élites technocratiques qui, finalement, sont des simples cost-killers et qui mettent en place un projet? Est-ce qu'il n'y a pas un vide intellectuel aussi, au-delà d'un vide idéologique? Oui, alors, non, mais je vais quand même aller dans votre sens. J'ai utilisé c'est très compliqué de définir une idéologie de cette nature.
Et c'est pour ça d'ailleurs que ça passe, parce que ça n'apparaît pas comme une idéologie. Donc j'ai repris la phrase, vous savez, d'un essayiste, Dwight MacDonald de 1946, qui dit, en fait, qui fait une allégorie pour expliquer ce qu'est le progressisme technocratique, parce qu'il dit, c'est une bande de jeunes qui sont installés dans un bolide. Ce bolide fonce droit dans un précipice, et il regarde des personnes qui sont assises au bord de la route et il leur dit « Oh là là, qu'est-ce que vous êtes négatifs, vous avez vu, nous on va quelque part, on fait quelque chose. » On avance. Et c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'étais dans le groupe En Marche. Et si vous reprenez les propos d'Emmanuel Macron, il dit toujours « On va aller plus vite, plus fort ». Et d'ailleurs, quand je suis partie en septembre 2018, j'ai dit ça, on est sur le Titanic. C'est-à-dire qu'en fait, sur le Titanic, face à une matrice qui n'écoute rien. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'Emmanuel Macron a bougé, c'est parce qu'il était impacté de l'extérieur. Donc, aucune anticipation, que ça soit les gilets jaunes, que ça soit, là encore, quand vous voyez parler de éventuellement revoir la réforme des retraites. Oui. Mais moi, je pense que après tout ça, je vais quand même, moi, à titre personnel, voter pour Emmanuel Macron. Ça va peut-être vous surprendre, mais je vous expliquerai pourquoi. Mais je pense qu'il fait, lui, des erreurs fondamentales. Là. Comment on peut rassurer les Français en disant qu'une des mesures phare, puisqu'il a appelé ça comme une mesure phare, qui était déjà l'inverse de ce qu'il avait proposé en 2017, qui nous propose en fin de mandat, de toute façon, il la remet également en cause. On peut quand même pas rassurer les gens en changeant d'avis uniquement quand tout d'un coup, là, parce qu'il a peur, effectivement, éventuellement de ne pas être réélu. Mais si vous écoutez ce qu'il dit, en même temps, il change rien. Parce qu'il dit, on va peut-être revoir les choses, et si vous écoutez ses propos, il dit 65 ans c'est pour 2030, mais enfin si vous voulez, et 64 ans c'est pour 2027. Si vous voulez que je m'arrête à 2027, je m'arrête à 2027, mais c'est la même trajectoire. Donc en fait c'est terrible à la fois de donner le sentiment de changer quelque chose qui était une mesure fondamentale, tout en ne la changeant pas. Donc c'est toujours mon projet. Je n'écoute rien, je continue, je pense que finalement les gens n'ont pas bien compris, donc je vais trouver un autre moyen de passer, mais surtout je ne change rien à ma vie. C'est même pas une vision, parce que pour revenir vraiment sur quelque chose que vous avez dit, qui est fondamental, c'est même pas une question d'avoir vécu de projet ou d'avoir vécu dans la réalité. Par exemple, Édouard Philippe, qui est aussi une caricature de tout ça, est maire du Havre. À chaque fois on me dit oui, c'est parce qu'Emmanuel Macron n'a pas été maire. Édouard Philippe est maire du Havre, il est tout autant technocrate. Alain Juppé était maire de Bordeaux, il est tout autant. Non, c'est parce qu'ils sont convaincus conceptuellement qu'ils ont raison, et que de toute façon la parole de l'autre n'a aucune validité. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas les faire changer d'avis, parce que c'est presque inconscient de leur part d'estimer que l'autre est moins intelligent et qu'ils savent mieux. À moins que, parce que vous le dites quand même, la réalité devient la réalité pour Emmanuel Macron uniquement quand elle lui saute au visage. Exactement. Alors là, quand vraiment il le voit de ses propres yeux, alors on aura beau lui avoir dit attention, la situation est terrible, notamment là vous parlez de la crise encore, de la Covid, mais il ne réalise que quand ça lui saute dessus. Moi, ce qui m'avait frappé, je l'ai écrit dans le livre, c'est pendant le grand débat, où il dit cette phrase, il dit « j'ai compris », parce qu'il pourrait dire autre chose, mais il dit bien « ah, mais j'ai compris qu'il y avait des femmes célibataires qui pouvaient avoir des problèmes à élever leur enfant ». Et donc, il avoue qu'il vient juste de comprendre. Il aurait pu dire « je savais, mais j'ai pas obligatoirement fait ce qu'il fallait ». Non, il avoue, parce qu'en plus, il a cette... comme il comprend... j'allais dire après, il pense que c'est pareil pour les autres. Donc finalement, il est tout le temps dans la réaction et dans la compréhension très tardive des choses. Et un autre exemple que je prends, parce que c'est pour aider à comprendre finalement cette personne complexe, c'est un peu, et pas que lui, c'est un peu comme des algorithmes. C'est parce que à chaque fois, évidemment, à chaque fois on répète mais qu'est-ce qu'il est intelligent, est-ce qu'il est brillant intellectuellement, etc. Et c'est vrai qu'en France, on est fasciné par ça. On est fasciné par les gens qui sont intellectuellement brillants. C'est plus les hommes d'ailleurs qui sont fascinés par ça. Parce que d'ailleurs, comme Éric Zemmour l'a dit, les femmes sont pas aussi intelligentes que les hommes parce qu'elles sont moins conceptuelles. Mais peut-être que justement, il faut un peu moins de conceptualisation des choses. Et donc, il a cette... comme un algorithme, ça veut dire qu'il peut nous réciter par cœur une encyclopédie,
Il peut donc répondre à toutes les questions. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande à l'oral à l'ENA, de parler de choses qu'on ne connaît pas. C'est quand même pas rassurant de confier les rênes du pays à des gens dont on en sait qu'ils peuvent parler très très bien, de manière très éloquente, de choses qu'ils ne connaissent pas. Et donc, c'est comme si vous aviez un algorithme qui n'avait pas de modération humaine. C'est évident qu'il ne peut pas apporter une solution pertinente. Regardez à chaque fois la démonstration intellectuelle que fait Emmanuel Macron, qui est formidable, mais regardez après la conclusion, la solution qu'il apporte. Elle est toujours sans aucune imagination, sans aucune créativité. Par exemple, de dire retraite à 65 ans. N'importe quel comptable peut dire oui, que la retraite à 65 ans va permettre d'améliorer les finances publiques. Et pourquoi pas une mesure d'âge ? Mais pourquoi pendant 5 ans, on ne l'a pas accompagné de justement travailler sur la pénibilité, sur le fait que les seniors puissent accéder à l'emploi, parce que si on doit travailler plus longtemps, mais qu'on est viré à 50 ou 55 ans, en tout cas quand on est viré, on ne peut pas retrouver de travail. Tout ça, il ne l'a pas fait. Eh bien, merci beaucoup Frédérique Dumas. J'appelle nos auditeurs pour en savoir plus sur Emmanuel Macron et cette pensée, cette matrice en fait, à lire ce livre, Ce que l'on ne veut pas que je vous dise, Récit au cœur du pouvoir, c'est aux éditions Massot. Merci encore, on a compris une pensée algorithmique sans modération humaine, ce qui a de quoi faire peur. Merci à vous Nicolas Vidal. Vous avez apprécié cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.